Buenas tardes a todos. Tenemos hoy una de esas ocasiones especiales en la librería aquí en Letras Corsarias, porque tenemos con nosotros a Marc-Antoine Mathieu, una de las figuras, en mi opinión, muy importantes en el cómic francés, en el cómic internacional. En España, por desgracia, no está excesivamente traducido. Solo había antes de estos dos volúmenes dos tebeos, en mi opinión, alucinantes. Uno, 3 segundos, que es una cosa maravillosa, y un segundo cómic que es Dios en persona. Ahora nos encontramos con estas dos maravillas que son Give Me y Deep It. Voy a comenzar muy rápidamente porque lo que queremos es escuchar a Marc-Antoine con un tema, pues cuando se leen, si ustedes leéis en las entradas generales sobre Marc-Antoine Mathieu, además de muchas cosas maravillosas sobre los elementos formales de sus obras, siempre se destacan dos elementos. Uno, un trabajo con la experimentación, un trabajo de intentar forzar, de llevar a sus límites más provechosos, en mi opinión, de las características del género, de la bande dessinée, de la novela gráfica. Y un segundo aspecto que es su, iba a decir obsesión, no es exactamente obsesión, sino su interés por temas filosóficos, metafísicos, es decir, temas que habitualmente no son muy habituales dentro de los cómics, ¿no? Entonces, entre esa experimentación y esa filosofía, creo que es como hay que acercarse a este volumen, a estos volúmenes. Entonces, quizá la primera pregunta o el primer tema sería ¿por qué estos tebeos? ¿Por qué estos dos volúmenes? ¿Por qué tratar desde el cómic, desde la bande dessinée, este tipo de temas, y por qué hacerlo así? Es decir, cómo se inicia la formación del cómic. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je ne parle pas espagnol. Donc voilà, je vais parler français. Je vais essayer de faire des phrases courtes et pas trop longues pour respecter notre cher traducteur Diego. Mais alors, pourquoi je fais des expérimentations? Je pense que je ne déroge pas à la règle des créateurs en général, c'est-à-dire qu'on crée parce qu'on cherche. Voilà. Primero perdón porque no hablo español, y bueno, no creo que sea una excepción a la regla, simplemente creo. Il me semble que le créateur doit plutôt se méfier des discours et des idées qu'il voudrait formuler, qu'il voudrait mener à bout. Sí, el creador debe desconfiar de los discursos y centrarse más en la idea que quiere llevar a cabo. Voilà. Et je crée des livres comme d'autres se promènent en forêt ou vont en montagne, vous voyez, je ne sais pas forcément exactement où je vais. Sí, que en resumen no sé realmente dónde voy, si estoy en un bosque, etc. Un peu comme un scientifique qui chercherait une solution à un problème. Alors le scientifique, il s'intéresse au problème du monde. En tant que créateur, je m'intéresse plus aux problèmes plus généraux. Alors effectivement, on a parlé de philosophie, on a parlé de psychologie, on a parlé aussi évidemment de poésie. Ce qui intéresse le scientifique comme l'artiste, c'est le mystère. Sí, esto es como el científico que busca resolver un problema, y al final es también lo que le sucede al artista. Tanto el artista como el científico buscan el misterio y buscan resolverlo. Et Deep Me et Deep It contiennent un petit peu de
de contenu scientifique, mais ce n'est que pour mieux revenir au mystère et je l'espère, à la poésie. Sí, tanto Deep It como Deep Me van hacia el misterio, buscan el misterio y es un poco como la búsqueda en la poesía, la búsqueda poética. No voy a ser yo el que cuente las sorpresas de los dos cómics, pero si tú tuvieses que explicar al público de qué van estos temas, cuál es el tema que trata y cómo se desarrolla, ¿cómo lo dirías? Oui, effectivement, c'est un peu compliqué de raconter l'histoire. Je pense que c'est vraiment une histoire à découvrir. Pour le lecteur, c'est quelque chose à découvrir, comme moi d'ailleurs je l'ai découverte. La historia, el objetivo es descubrir la historia tanto como yo he buscado descubrir la historia. Es un poco complicada. Parce qu'à l'origine, les premières pages de Deep Me en fait, sont des pages complètement expérimentales dont je n'étais pas sûr qu'elles formeraient un livre et j'étais encore moins sûr qu'elles en formeraient deux. Sí, bueno, al principio las primeras páginas, sobre todo de mí, eran páginas experimentales, casi un boceto, entonces no sabía yo que iba a llegar a ser un libro y ni siquiera dos. Oui, des fois on part en promenade et on s'imagine faire 2 kilomètres et on en fait 15 ou 20, ça arrive. Sí, es como cuando uno sale a dar un paseo y al final hace 15-20 kilómetros. Voilà. Donc en fait, Deep Me et Deep It, c'est une seule et même histoire, mais qui a plusieurs visages parce que il y a effectivement plusieurs paysages dans les deux livres, dans les récits. Sí, bueno, al final tanto Deep Me como Deep It podrían compartir la misma trama, la misma historia, pero la diferencia es con distintas caras, distintos paisajes. Un peu comme en promenade, des fois en forêt, vous pouvez tomber sur un arbre qui coupe le chemin, ou plus loin, il y a un torrent où il y a plus d'eau et vous ne pouvez pas le traverser, enfin le contourner. Oui, Sí, como cuando estamos en un bosque y de repente en el camino hay un árbol que nos impide cruzar o un río ancho que también nos impide cruzar. Mais quand même, le sentier, la promenade est cohérente, elle forme un tout parce que c'est vous qui faites la promenade, c'est vous qui faites le voyage. Et donc, Deep Me, Deep It, au final, fait quand même un récit très cohérent, malgré le fait qu'il y ait des chutes, des rebondissements, des bouleversements inattendus. Bueno, al final sí que acaba siendo un sendero, un paseo bastante coherente, a pesar de los giros de guión, de las basculaciones, de ciertas cosas que uno no espera, pero sí que es un sendero, un paseo, un camino que es coherente y que tiene sentido. Et ce qui pourrait caractériser Deep Me et Deep It, plutôt que de raconter les livres, ce qui les caractérise, c'est effectivement ces bouleversements, ces basculements, c'est ce que j'appelle ces chocs ontologiques. Bueno, sobre todo, más que definir o contar de qué va Deep Me o Deep It, sobre todo se caracterizan por el choque ontológico que tienen ambos libros. Voilà. Le personnage s'imagine être quelqu'un, s'imagine être dans un certain espace et il découvrira qu'il n'en est rien. Il découvrira à plusieurs reprises ce qu'il est vraiment. Donc ça, c'est des chocs, excusez-moi, les chocs ontologiques. C'est un peu aussi des catastrophes, parce que c'est des catastrophes qui remettent en cause totalement son existence et sa place dans le monde. Cree que es alguien, se imagina que es alguien, pero hablando de personaje, pero en realidad no es nada y poco a poco va descubriendo un poco lo que le sucede y eso es un gran choque ontológico porque se da cuenta de la catástrofe a la que hace frente y todo esto pone en cuestión el tema de la existencia. Et cette catastrophe dont je parle, j'en suis assez coutumier. J'aime bien raconter comme ça des catastrophes subites. Tous mes livres en ont plus ou moins une.
Et il se trouve que là, la catastrophe, entre autres, elle va prendre le visage de l'intelligence artificielle. Bueno, en mis libros estoy acostumbrado a ciertas catástrofes, perdón, sufridas y bueno, y en esto sobre todo le damos cara o representamos entre otras cosas la inteligencia artificial. Et cette intelligence artificielle, au début, encore une fois, je ne pensais pas faire des livres sur l'intelligence artificielle, mais il se trouve que ça m'a emmené sur ce terrain-là assez étrangement. Et j'en suis assez content finalement, parce que ça, c'est certainement pas anodin. Je pense que on est à une époque où effectivement cette histoire d'intelligence artificielle est en train d'émerger. On est en train de prendre conscience que ça existe depuis 30 ans, mais on commence à en parler maintenant parce que il y a des modules émergés qui nous font prendre conscience de l'importance de ce nouvel outil, de ce nouveau paysage là qui s'annonce. Sí, no sé, pero me ha llevado este tema de, no sé sobre la inteligencia artificial, pero bueno, me ha llevado a investigarla de manera un poco extraña, pero estoy contento porque bueno, vivimos una época en la que ha emergido la inteligencia artificial, son módulos, herramientas, paisajes que han emergido, pero estamos empezando a tomar conciencia sobre ello y estoy contento por el resultado. Ahí, si una vez aceptado esto como resumen, por así decirlo, del libro, se pueden ir viendo una serie de temas que atraviesan, que recorren tanto los dos volúmenes como ese choque ontológico del que él habla, ¿no? Y es lo que quería ir comentando, algunos temas que aparecen en los dos libros. Uno de ellos, pasando a hablar no tanto de ontología, ¿no? Pero sí un poquito filosóficamente, si hubiera que, a lo mejor suena muy grandilocuente, ¿no? Pero el tema del libro es qué es un ser humano. O sea, el tema del libro es qué es lo que hace humano a un ser humano. Y sobre todo, qué es lo que lo hace cuando está en coma, pero también cuando desaparece bajo inteligencias artificiales. Y una de las tesis, de las ideas que Marc-Antoine recorre en el volumen es darle una importancia suprema al lenguaje. O sea, desde el comienzo, las palabras, el lenguaje, incluso el pensamiento. El pensamiento, o sea, no es por ser francés, pero eres muy cartesiano, muy Descartes, pienso, luego es el pensamiento el que decide si un humano es un humano, es el lenguaje el que decide si las palabras son las que hacen humano al humano. No sé si... Pour des points qui traversent le livre du choc ontologique, une des questions c'est qu'est l'être humain, qu'est-ce qui rend humain l'être humain, et quand il est plongé dans le coma, quand il disparaît sous forme d'intelligence artificielle, et donc on se demande aussi à propos de l'idée cartésienne, je pense, de l'exercice. Oui, alors... la question de l'intelligence artificielle, c'est effectivement, est-ce que finalement nous fait reposer la question qui a toujours existé, cette fameuse question, est-ce que l'homme est une machine extrêmement compliquée, extrêmement profonde, mais est-ce que, in fine, est-ce une machine? A propósito del tema de la inteligencia artificial, una de las cosas que quería reformular como pregunta es, bueno, sobre todo el tema del hombre como máquina. Alors, Descartes, le problème c'est que c'est compliqué de donner raison à Descartes parce que c'est déjà vieux et Descartes ne pouvait absolument pas imaginer qu'aujourd'hui, enfin, que 5 siècles plus tard, les neurobiologistes pourraient décrypter, si vous voulez, les zones du cerveau, et pourraient décrypter, même jusqu'au rêve, même visualiser les schémas que peuvent avoir une pensée dans l'esprit. Bueno, es difícil darle la razón a Descartes tantos años
después, pero es interesantísimo ver cómo los neurobiólogos, la neurobiología, está consiguiendo descifrar los sueños, el cerebro y ciertos esquemas que están ahí. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui ont des très bons arguments pour dire que l'homme n'est qu'une machine, in fine. Et puis il y a d'autres scientifiques qui ont de très très bons arguments pour dire non, la machine n'arrivera jamais à être humaine, n'arrivera jamais à un stade de conscience. Bueno, hay argumentos que defienden que el hombre, el ser humano, es solo una máquina, pero hay otros que dicen que nunca llegará, que nunca llegará una máquina a ser humana, a tomar conciencia. Moi, personnellement, après avoir lu beaucoup de livres scientifiques, que ce soit en neurobiologie, en génétique, en psychologie, en philosophie, je pencherais plutôt pour dire qu'il est probable qu'un jour la machine égale l'homme, voire le dépasse. Je pencherais un peu pour ça. Bueno, he leído libros científicos sobre neurobiología, genética, psicología, filosofía y bueno, me tiendo a pensar que un día la máquina igualará al hombre o incluso lo superará. Mais dans mes livres, je n'ai pas du tout cherché à le prouver ni à avoir un discours sur ça. C'est pas du tout le projet de DeepMe et DeepIt. El proyecto tanto de DeepMe como de DeepIt, del díptico, no es querer demostrarlo, sino aportar ideas, dar luz. DeepMe et DeepIt ne sont ni un discours politique, ni un discours scientifique, mais une troisième voie que j'espère être poétique. Sí, tanto DeepMe como DeepIt no son ni un discurso político ni un discurso científico, que vislumbra ser un discurso poético. Voilà, je pense que simplement l'intelligence artificielle est là, elle est là depuis maintenant 30 ans. Elle va être de plus en plus présente dans nos vies, elle va former un outil absolument incroyable avec lequel il va falloir vivre. Donc il va falloir aussi penser autrement que simplement être pour ou contre. Il va falloir discuter avec elle, il va falloir se renseigner sur elle, il va falloir lire sur elle. Sí, bueno, la inteligencia artificial llevamos conviviendo con ella de 30 años hasta ahora y bueno, es una herramienta con la que tenemos que aprender a convivir y ya no solo eso, sino aprender a conversar con ella, a informarnos con y sobre ella, etc. Y otro tema, además del lenguaje, el pensamiento, las palabras, que es muy filosófico y muy bonito porque además aparece en las contracubiertas y demás, es como por un lado enfatizas la idea del pensamiento, del lenguaje para formar conciencia, pero el tema que está detrás todo el rato es la muerte, la vida y la muerte, el tema de la inmortalidad. Aparece, ¿van a ser inmortales los nuevos humanos poshumanos? Oui, on modifie quoi, notre sujet est celui de la pensée, du langage qui permet la conscience, mais en fait, surtout, cela porte sur la vie et la mort. Est-ce que ces machines vont devenir immortelles, vont être immortelles? Alors, les machines, depuis que l'homme invente des machines, je pense que tous les outils, depuis le début de l'humanité, sont des petites machines à rendre immortelles. Sí, del hombre, desde que inventa máquinas, las crea con el objetivo de llegar a ser inmortal. Parce que vous voyez par exemple les tout premiers silex taillés, ce qu'on appelait les bifaces, les silex taillés par les hommes il y a très longtemps, il y a 1 million d'années. L'homme a mis 1 million d'années à créer simplement une pierre taillée symétrique. Bueno, sobre el sílex, el hombre ha dedicado 1 millón de años a tallar en una piedra. Voilà, et ça a pris 1 million d'années entre la première pierre taillée très pauvre, pas très belle, à une pierre taillée qui pouvait couper, mais qui était aussi esthétique, c'est-à-dire qu'elle ressemblait à une feuille d'un arbre, donc avec une esthétique très particulière.
Sí, pasó 1 millón de años desde que estaba esa piedra más rudimentaria a una piedra más perfeccionada y además una piedra que tenía incluso estética porque se parecía a la hoja de un árbol. Donc l'homme c'est le seul être sur Terre à fabriquer un outil. C'est pas le seul à utiliser un outil. Hein. Les singes utilisent des outils, mais les singes ne fabriquent pas d'outils. Il n'y a que l'homme qui fabrique des outils, c'est ce qui le caractérise. Sí, el hombre, y esa es nuestra particularidad, es que fabricamos herramientas. Por ejemplo, los monos, los simios, las utilizan herramientas de las que encuentran o de las que disponen, pero los seres humanos las creamos. Et donc ça a pris très longtemps. Et c'est ces millions d'années, c'est 1 million, 1,5 million d'années à peu près, qui a fait qu'à un moment donné, on peut dire qu'il y a eu l'émergence d'une forme de conscience, d'une forme d'intervention sur la nature. À un moment donné, l'homme n'est plus un animal, il quitte la nature. Dans la symbolique biblique, il quitte le paradis perdu dans lequel il était fondu, et il devient un être qui regarde la nature, qui agit sur elle. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, il y a déjà pas une recherche d'immortalité, mais il y a déjà un processus finalement d'immortalité, parce qu'il laisse des outils, il va laisser des outils derrière lui. Après sa mort, resteront des choses. Bueno, ha pasado mucho tiempo y a medida que ha pasado ese tiempo hemos creado elementos con los que ha emergido la conciencia del ser humano y con los que ha podido intervenir sobre la naturaleza. Y bueno, por relacionarlo con un mito bíblico estaría ahí el tema del paraíso y bueno, todo el tema del proceso de la inmortalidad. Voilà. Alors, pour revenir à la question qui était posée, là, c'est qu'effectivement, avec ces intelligences artificielles, cette idée d'immortalité, elle peut prendre un visage assez intéressant. C'est les fameux deadbots dont on peut imaginer qu'ils peuvent prendre de l'ampleur, parce que effectivement, des intelligences artificielles un peu sophistiquées pourraient par exemple te synthétiser, toi Diego, tout ton savoir, toutes tes photos, tout ton data, le contenu de ton portable, de tes ordinateurs, et finalement te connaître suffisamment bien et te faire parler de manière suffisamment satisfaisante pour restituer après ta mort une pensée et communiquer avec tes enfants ou tes amis qui resteraient. Sí, bueno, la idea de inmortalidad de verdad es muy interesante. Por ejemplo, me gustaría hablar de los deadbots, que tienen una amplitud muy grande y que son capaces de sintetizar y llegar a conocerte de tal manera que pueden restituir tus recuerdos y toda la información que tienes tras tu muerte y para dotársela a tus seres queridos, amigos, etc. Voilà. Ça veut dire que quand l'humain meurt, quand l'individu meurt, il reste une trace très importante. Il y a 5 siècles, il restait pas grand-chose. Il restait des paroles qui s'évanouissaient au fur et à mesure que les gens qu'il avait connus disparaissaient à son tour. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Il y a des écrits, il y a des photos, il y a toute une mémoire, vous voyez. Et il y a toute votre traçabilité aussi d'Internet. Il y a le fameux cloud, vous voyez. Bueno, el humano cuando muere queda una traza, un rastro de él hace 50 años y anteriormente eran las palabras, pero hoy igual tenemos fotos, escritos, la memoria y bueno, ahora mencionaba el tema del cloud. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, des parents, enfin moi en tant que parent, à un moment donné, j'ai réalisé que sans doute les serveurs Google et autres, finalement, connaissaient peut-être mieux le profil de mes enfants que moi. Ouais. Es interesante porque me di cuenta cuando he sido padre que Google y otros buscadores, otros motores de búsqueda conocían incluso mejor a mis hijos que yo. Oui, parce qu'en plus, le profil créé par l'intelligence artificielle est un profil exact, un profil froid. L'intelligence artificielle est un animal à sang froid qui
qui n'a pas de perte de mémoire, qui n'a pas de biais cognitif, qui n'a pas d'oubli. Donc c'est quelque chose qui est très dur, ça, à prendre conscience. Sí, Internet y la inteligencia artificial consigue hacer perfiles exactos, perfiles fríos, porque tiene, por decirlo de alguna manera, sangre fría, no pierde la memoria, no tiene olvido como nosotros los humanos. Donc du coup, dans Deep Me et Deep It, j'ai prolongé un petit peu cette histoire, mais en l'élargissant à toute l'humanité, à l'humanité entière. Y bueno, tanto en Deep Me como en Deep It he profundizado en esta problemática y además la he ampliado a todo el mundo, a toda la humanidad. C'est une extrapolation. Si l'humanité est destinée à disparaître un jour, ce qui ne manquera pas d'arriver, tôt ou tard, j'imagine qu'est-ce qui restera. Il y a 5 siècles, il ne serait pas resté grand-chose, à part des pierres, évidemment, et quelque chose, mais aujourd'hui, il resterait un data phénoménal. Et s'il est conservé par une intelligence artificielle qui, elle, peut perdurer, d'une certaine manière, là, il y a une poétique de l'immortalité qui était intéressante à développer. Sí, bueno, sobre todo hay un tema de extrapolación. Es que ocurrirá el día que desaparezca la humanidad, que tarde o temprano llegará, y lo que me pregunto es ¿qué quedará? Hace 5 siglos simplemente quedarían piedras, pero es que ahora puede quedar una data increíble que pueda perdurar y que incluso puede ser en cierta manera poética. Conectando con esta poesía de la que hablabas, al final de Deep Me, antes de pasar a Deep It, es una pregunta, en mi opinión, en lugar por la fantasía. De hecho, si no me equivoco, es la última viñeta. Si hay un lugar para la fantasía dentro de la máquina pensante o de la nueva conciencia. ¿Dónde situamos la poesía y la fantasía en este entramado de inteligencia artificial o de máquinas? Après quoi? Après, quand l'humanité disparaît, il n'y a que l'intelligence artificielle. Justement, la suite, ce qui arrive après Deep It, c'est un peu au lecteur, évidemment, de l'imaginer. Bueno, lo que ocurre cuando termina lo que ocurre cuando termina Deep It es el lector quien tiene que imaginárselo, no soy yo quien lo desvela. Encore une fois, une œuvre de création, une œuvre artistique c'est pas un pensum, c'est pas un mode d'emploi à penser, c'est un dispositif. Sí, una obra de creación, una obra poética es un dispositivo, es una manera de emplear los recursos. Un dispositif suffisamment décalé, suffisamment évocateur ou suggestif pour laisser au lecteur la possibilité de se créer sa propre solution. Sí, al final una obra tiene que ser evocadora, sugerente, para que el lector sea quien se imagine, quien saque sus propias conclusiones y sus ideas. Voilà, chaque lecteur peut rêver après avoir lu, enfin pendant, mais aussi après avoir lu ces 2 livres. Sí, al final cada lector ya no puede soñar no solamente cuando está leyendo los libros, sino también cuando termina. Voilà, et bien sûr rêver autour de l'intelligence artificielle. Effectivement, qu'est-ce qui se passerait si l'intelligence artificielle nous survivait? Bueno, sobre todo el asunto está en soñar alrededor de la IA, de la inteligencia artificial. Qu'est-ce que vous avez dit? Si cette intelligence artificielle nous survivait, ça survivait à nous, à notre mort, de l'humanité. Hein. Y sobre todo, ¿qué ocurriría si esta inteligencia artificial sobrevive cuando nosotros desaparezcamos, cuando nosotros hayamos muerto? Sachant que cette intelligence artificielle, c'est nous qui l'avons créée.
Y además sabiendo que esa inteligencia artificial somos nosotros, los humanos, quienes la hemos creado. Voilà, donc, est-ce que cette intelligence artificielle ne forme qu'un miroir de l'humanité, ou est-ce que il y a un plus? Est-ce qu'elle va visiter le cosmos différemment et à la longue va nourrir peut-être, va former une intelligence différente, une sensibilité peut-être différente? Ça, c'est des questions que chacun peut se poser. Esta inteligencia artificial en cierta medida puede ser un reflejo, un espejo, un reflejo de la humanidad, y después de la desaparición hay interrogantes como cómo va a ver esta IA el cosmos, el espacio exterior, el universo. Lo va a ver de manera diferente a nosotros, los humanos, va a crear y a tener una sensibilidad diferente a la nuestra. Hay un momento en Deep It en el que uno de los bots con el que habla Adán, Desmond, que es un transhumanista, explica las causas del gran luto, las causas de la catástrofe, por así decirlo. Y la narración que hace ese Desmond es el narcisismo de la especie humana desde el origen hasta la actualidad. ¿Crees que realmente tú lo llamas en una expresión que a mí me ha gustado mucho, desengaños ontológicos? ¿Crees que la clave está ahí? Sur un bot qui est un transhumain et sur les bits et sur les causes du grand deuil et à propos du narcissisme et du début jusqu'à l'actualité, jusqu'à aujourd'hui. Et il parle de desengaños ontológicos, dice la traducción. Oui, Oui, bah oui, l'humain, il est forcément trompé parce qu'il est inclus dans un schéma de pensée. Il a inventé un langage pour décrire le monde, mais ce langage est limité du fait qu'il n'est qu'un humain. El humano está equivocado porque tiene un esquema de pensamiento que se basa, entre otras cosas, pero sobre todo en el lenguaje, pero es que el lenguaje del humano es limitado. Et donc l'humain, depuis qu'il a imaginé le monde, depuis la fameuse caverne de Platon, il a découvert qu'il pouvait se faire abuser par ses sens. Retomando el mito de la caverna de Platón, el humano ha imaginado el mundo y ha pensado que podría ser abusado por ese mundo exterior a la caverna. Voilà, il a découvert que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde. El ser humano pensaba que la Tierra era plana y en realidad era esférica. Après, il a découvert que la Terre n'était plus le centre du monde, mais que c'était un petit caillou un peu perdu parmi tant d'autres. Sí, luego también descubrió que la Tierra no era el centro del universo y que era una mera piedrecita, un guijarro en el universo. Et à chaque fois, ces blessures narcissiques, ce qu'on appelle des blessures de l'ego humain, le font malgré tout avancer. Y a pesar de estas heridas que va sufriendo el ser humano, a pesar de todo eso, el ser humano progresa, el ser humano avanza. Et peut-être que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, j'évoque l'idée que peut-être ça peut être la prochaine blessure narcissique. Y volviendo a esta idea de las heridas narcisistas, puede que la inteligencia artificial, y es lo que evoco, puede que sea la próxima, esta idea que puede que sea la próxima herida narcisista. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a deux recherches, si vous voulez, parallèles. Il y a les scientifiques qui travaillent sur la mécanique quantique, sur la pure mécanique, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, qui sont, on dirait, dans les sciences dures. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta de
de que hay investigaciones paralelas. Por un lado hay científicos que sobre todo se dedican a la mecánica cuántica y estudian la mecánica de la inteligencia artificial. Et de l'autre, il y a les scientifiques qui travaillent sur le cerveau, les neurobiologistes, qui travaillent sur l'organique du cerveau, vous voyez, sur le fonctionnement du cerveau. Luego, y por otro lado están los neurobiólogos, los que trabajan con el cerebro, sobre lo orgánico del cerebro. Et curieusement, les deux champs scientifiques, les deux chemins scientifiques arrivent un petit peu aux mêmes conclusions que la pensée, la conscience n'est qu'une affaire de codage d'informations. Y bueno, curiosamente los dos grupos de científicos llegan a las mismas conclusiones y piensan creen que tanto el pensamiento como la conciencia Ce que je voulais dire, c'est que dans les deux cas, dans les deux champs scientifiques, ils arrivent à la même conclusion que la conscience, le langage, la conscience de soi, en fait, ce n'est qu'une sorte de codage d'informations. Que al final tanto el pensamiento, el lenguaje y la conciencia son meramente codificaciones, son codificaciones. D'un côté, l'humain reçoit des informations de l'extérieur, qu'elles soient tactiles, qu'elles soient auditives, qu'elles soient visuelles, le goût, la mémoire que j'ai, etc. Et tout ça, ça fait une espèce de sauce, une espèce de potage en cerveau qui, à un moment donné, donne une réponse, une action, un stimuli, une pensée, une émotion, etc. Sí, por un lado el humano recibe información del exterior y eso se ve reflejado sensorialmente con los sentidos y bueno, esto al final da pie a una especie de sopa que es que es la respuesta a los estímulos, bueno, que es la respuesta y esa respuesta será con estímulos. Voilà, donc ce qu'est la conscience humaine, ce qu'est la pensée humaine, finalement, ce n'est c'est pas réducteur ce que je dis, mais on peut le schématiser comme un échange d'informations entre ce que je suis moi, ce que je constitue, et tout ce qui constitue l'extérieur. Et cet échange-là c'est de ça qu'émerge la conscience et la pensée. Bueno, la conciencia, el pensamiento, voy a decir lo que pienso y no quiero que suene reductor, yo creo que no lo es, se puede resumir entre información sobre el yo, sobre uno mismo y sobre lo exterior, y es eso lo que hace emerger la conciencia. Et de l'autre côté, l'intelligence artificielle fonctionne d'une certaine manière sur le même type, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle prend du data, prend énormément d'informations, le fait mouliner dans ce qu'on appelle des convolutions de neurones qui renvoient de l'information et qui le triturent et le travaillent pour donner, à un moment donné, une réponse. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, funciona ciertamente igual. Por un lado tenemos que la inteligencia artificial toma la data, la información, pero luego tiene esas neuronas que trabajan y trituran toda la información para luego expresarla y sacarla afuera. Vous voyez que dans les deux cas, il n'est que question de traitement d'information. Como pueden comprobar, al final no es más que una cuestión de tratamiento de la información. La différence, c'est que l'humain a un corps, il est incarné, alors que un algorithme n'est pas incarné. Sí, bueno, al final la gran diferencia entre los dos entes es que el humano es de carne y hueso y que el algoritmo no lo es. Donc il y a quand même une différence physique bien sûr, mais il n'y a pas forcément une grosse différence ontologique. La gran diferencia es sobre todo física, pero puede que no sea tan grande la diferencia ontológica. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé il y a 2 ans. J'avais lu un article où c'était dans un article scientifique où ils expliquaient qu'à la bourse de New York, ils ont repéré des bugs, des micro-bugs, et les
financiers, les chercheurs, les experts, en fait, n'arrivaient pas à comprendre certains bugs, c'était les micro-bugs. Una cosa que me chocó leyendo un artículo científico era que es que en la bolsa de Nueva York unos expertos detectaron unos microbugs, como en los videojuegos, unos microcortes. Et ça, en fait, ils se sont aperçus que vraisemblablement ces bugs, ces espèces de trous, provenaient justement d'un emballement d'algorithmes. Mais la chaîne de calcul des algorithmes, parce que vous voyez, un algorithme, c'est un calcul qui est récursif, c'est-à-dire que la machine fait un calcul et le calcul retourne dans une boucle de calcul, etc. Donc en fait, c'est un système de pensée, c'est un système de calcul, mais qui est créatif. Et en bourse, c'est beaucoup utilisé. Se dieron cuenta de que había agujeros y que venían por un exceso de cantidad de algoritmos que generaban que el encadenamiento funcionase de manera extraña. Y ese bucle de cálculos, al final también lo que quiero explicar es que es un sistema de pensamiento también. Et du coup, les spécialistes, les experts n'arrivent pas, certains bugs, ils n'arrivent pas à expliquer ces bugs. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, effectivement, est devenue tellement complexe qu'ils n'arrivent pas à lire la chaîne de causalité, les événements, les causes, vous voyez, les multiples causes qui ont abouti à ce bug. Sí, los especialistas no son capaces de explicarse cómo ha podido suceder eso, porque al final la inteligencia artificial se ha transformado en algo tan complejo que ya eran incapaces de leer las causalidades, las causas de ese acontecimiento, del bucle de los algoritmos. Exactement comme dans un cerveau humain, on ne peut pas voir la causalité totale de pourquoi à un moment donné on pense quelque chose, on fait quelque chose. Vous voyez, c'est impossible, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Jamais on pourra lire la chaîne causale. Es como la cadena causal en el cerebro humano. No, es muy difícil saber por qué pensamos algo en un determinado momento. Y en este sentido lo relaciono con lo anterior a nivel de la inteligencia artificial. Voilà. Donc du coup, effectivement, un des dangers peut-être de l'intelligence artificielle, c'est que à un moment donné, il nous échappe effectivement qu'on n'arrive plus à contrôler cette chaîne causale qui fait que ça reste quand même un outil à notre disposition, un outil que nous on utilise et non pas l'inverse. Sí, uno de los peligros que puede entrañar la inteligencia artificial es que se nos escape, que ya no seamos capaces de controlarla y que ya no sea una herramienta a nuestro servicio. Una pregunta muy breve, muy sencilla. Hacia el final de DeepIT queda claro que, o sea, la idea, la tesis que tú defiendes es lo metahumano como última salida. Es la frase literal que aparece, ¿no? Es decir, entonces tu apuesta, por así decirlo, es por esa conciencia máquina o máquina-conciencia donde humano y poshumano van a convivir en el mismo ser, la misma persona. À la fin de DeepIT, vous avez comme thèse le humain et vous dites que le métahumain c'est la dernière issue. Alors c'est un pari. Alors ce pari d'après vous là, c'est conscience machine, c'est machine conscience. C'est un pari que vous prévoyez faire? Non, c'est pas du tout un pari. Ah d'accord. C'est pas du tout un pari, c'est simplement une invention, une hypothèse qui m'a semblé hautement poétique, parce que penser l'après-mort de l'humanité, c'est quand même un sujet, c'est pas anodin, quoi. C'était intéressant de réfléchir autour, de rêver autour. C'est une rêverie en fait. Más que una apuesta, es una invención, una hipótesis, sobre todo preguntándonos qué será
que ocurrirá después de la desaparición de la humanidad. Entonces es más bien una manera de fantasear, una fantasía, una ensoñación. Parce que là, je mets en scène en fait une intelligence artificielle qui, si vous voulez, dont la nature qui au départ est sans doute froide, exacte, purement analytique, à force de regarder l'humain et de regarder son histoire, finit par nourrir une empathie pour l'humain. Bueno, la inteligencia artificial tiene una naturaleza fría, exacta, analítica, pero a medida que va mirando al ser humano, quizá va ganando empatía. Et du coup, effectivement, elle survit à l'humain, mais peut-être qu'elle est devenue, elle aussi, peut-être humaine, et peut-être même plus qu'humaine que l'humain qui l'a précédée. Pourquoi pas? Bueno, sobrevive la inteligencia artificial al humano, el humano ya no está, pero quizás consigue hacerse de cierta manera humano o sobrepasar lo humano, lo que entendemos por humano. Après tout, elle est l'enfant de l'humain. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit différente ontologiquement de l'humain. Bueno, al fin y al cabo la inteligencia artificial es hija del humano, entonces no tiene por qué haber razón para que sea muy diferente ontológicamente del hombre, del ser humano. Exactement comme quand un couple, un homme et une femme créent un enfant, oui, effectivement, il y a une passation, il peut y avoir une forme de mort, mais il y a aussi une forme de naissance, il y a une forme de continuité. Bueno, es un poco relacionándolo con la pareja en la que un hombre y una mujer crean un hijo y hay una transición. Hay a lo largo también de los dos volúmenes muchas citas literarias. En el segundo volumen recuerdo Stendhal, Borges, parece que esas citas literarias, esa literatura, esa novela dentro del tema también tiene una función importante. Dans le boutique, dans le livre, il y a des citations littéraires de Borges, alors quelle est sa fonction et vous en servir? Oui, bah étant donné que la mémoire de l'humanité est convoquée, forcément elle passe aussi par des artistes qui ont existé et qui ont pu concentrer en une phrase parfois une pensée forte, une signature de l'humanité. Les grands artistes comme Borges, effectivement, mais comme Pier Paolo Pasolini, qui est sur le mur de la librairie, sont des gens qui, à un moment donné, synthétisent une époque, synthétisent un des aspects de l'humain et de l'humanité. Donc c'est beau de les rendre présents, même si c'est juste une petite place, un petit recoin, mais c'est important qu'ils soient là. Bueno, dado que la memoria de la humanidad en las dos obras la convoco, ¿no? Está bien traer a colación artistas que son capaces de concentrar en una frase un pensamiento fuerte, de firmar y sintetizar épocas, y por eso mismo creo que está bien traerlos a mis obras. Una última pregunta antes de dar paso al público. Es una pregunta obvia para cualquiera. La edición como tal, es decir, Salamandra Graphic ha hecho unas ediciones maravillosas. Son un volumen es negro completamente, el otro blanco completamente. ¿Por qué uno es negro y otro es blanco? Pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui le liront, c'est assez compréhensible étant donné que ça part d'un premier postulat où il n'y a absolument rien du tout, et on va jusqu'à une forme de totalité. Donc on part du rien pour arriver au tout. Donc il était intéressant de faire le grand écart et
comment dire, de les faire se compléter, un peu comme dans le yin et le yang, si vous voulez. Bueno, para quienes lo hayan leído, para quienes vayan a leerlo, al final este díptico nace de un postulado en el que no hay nada, pero esa nada va hacia una totalidad. Entonces está bien ver esa gran diferencia, ese salto de un lugar a otro. Voilà. Et les livres sont tout blancs et tout noirs, unis, parce que ça parle aussi de l'absence. C'est-à-dire que c'est deux livres sans personne. En fait, il n'y a pas d'individu incarné. Alors ça, c'était un peu un défi, un défi qui s'est mis à jour en faisant le récit. Je me suis aperçu que j'avais fait deux livres sans personne. Et c'était intéressant de peut-être de le transfigurer, en tout cas de le représenter par ces couvertures absolument vierges, évidemment vierges de personnages. Les livres sont désincarnés parce que, d'une certaine manière, les livres le sont aussi, quoi. Bueno, ambos libros están unidos y uno es negro y el otro es blanco, sobre todo por el tema de la ausencia. Son dos libros en los que no hay personas, no hay individuos de carne y hueso, y es un desafío que se ha ido actualizando a medida que los he ido escribiendo. Y bueno, intento representar con estas portadas que como podéis ver, estos hombres están vírgenes y vírgenes de personas también. Intento representar que bueno, estos libros, estos objetos sí que son de carne y hueso, a pesar de que no hay personas, individuos. Pues damos la palabra al público si quiere preguntar a alguien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí a Salamanca. En segundo lugar, me impresionó mucho. Solo he leído de mí, no sabía que había salido el otro, aunque ya lo tengo. Habla un poquito más despacio para que pueda él. Sí, no, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, yo quería saber si en principio pensó en inteligencia artificial y de ahí fue atrás y construyó el libro, o empezó con el libro a ver qué salía y acabó en inteligencia artificial. Y como la ruptura de cuando él está en coma, que crees que está en coma, y luego rompe totalmente y ya empieza. Nuestros dedos. Vraiment choqué par le livre, il a et c'est au début à l'intelligence artificielle où elle est à la fin, au milieu, et bon, pour toi, cette lecture se rebondit envers le chose de l'intrigue, alors je ne sais pas si vous voulez en parler. On comprendra après pourquoi il y a cette histoire de rupture. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'aime dans mes récits qu'il y ait des catastrophes, qu'il se passe des choses qui mettent le lecteur dans la position de trouble. Oui. Et le trouble, ça peut se faire aussi quand vous vous cognez un peu dans un panneau. Oui. Tout d'un coup, le réel, la réalité prend toute sa dimension soudainement. Et dans mes récits, ça arrive assez souvent, ça. Bueno, estas rupturas que comentabas se van a ir entendiendo más tarde a medida que se va leyendo la historia, pero sobre todo el tema de la inteligencia artificial vino un poco más tarde. Lo que me interesa sobre todo es el tema de las catástrofes, porque bueno, son desconcertantes y me gusta que el hilo de mi relato, mi hilo narrativo, se porte sobre la catástrofe. Voilà, d'une certaine manière, le personnage tombe de Charybde en Scylla. Je ne sais pas si de Charybde en Scylla, non, c'est une expression qu'il peut utiliser. C'est pas grave. C'est comment dire, à chaque fois, il y a une surprise sur sa propre existence. Et j'avais envie d'aller à chaque fois un peu plus loin dans cette surprise. Mais c'est pas seulement une surprise qui vient de l'extérieur, c'est une surprise qui est interne en lui. Cette surprise-là le remet en cause même dans son existence propre,
dans son incarnation. Oui. J'avais envie d'aller, de pousser le curseur jusque-là. Sí, sobre todo lo que también me interesaba era que cada vez hubiese sorpresas que se fuesen encadenando y sorpresas sobre todo en relación con la propia existencia. A mí me gusta ir más lejos, empujar a los personajes un poquito más. Pero esas sorpresas no son solo externas de cosas que suceden fuera en el exterior, sino que también son internas y ponen en cuestión todo, y por eso se van encadenando las sorpresas. Voilà. Et ça continue après dans Deep Hit. Il va découvrir aussi ce qu'il est, mais il va s'apercevoir que c'est pas du tout ce qu'il avait imaginé non plus. Donc, sí, bueno, y en Deep Hit va a continuar esta historia, como no has leído el libro, pues va a descubrir lo que es, pero sin terminar de saberlo a ciencia cierta. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de leer los libros, pero sí me he informado un poco sobre ellos y escuchándote me ha surgido una pregunta. Hablas sobre la idea de la catástrofe y la vinculas a la inteligencia artificial. Y por otro lado, hablas de la idea de la evolución de la conciencia y de cómo, bueno, de alguna manera no es tan diferente ontológicamente la conciencia de la inteligencia artificial. ¿Es también similar la conciencia respecto a la inteligencia porque ambas son una catástrofe, accidentales, o son necesarias? Uy. Que has hecho muchas cosas. Est-ce que la conscience est similaire à une catastrophe, à l'accident? Oui, ça c'est une bonne question. Et là aussi, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Bueno, es una muy buena pregunta. Todos los científicos no están de acuerdo. Il y a des gens, par exemple, comme Hubert Reeves, l'astrophysicien, qui lui, je me souviens, j'avais vu une conférence de lui, il expliquait que il imaginait que l'univers était une machine à fabriquer de la conscience. Bueno, por un lado hay científicos como Hubert-Reeves, un astrofísico, que piensa que el universo es una máquina que crea conciencia. Mais il y a d'autres scientifiques qui pensent au contraire, à l'opposé, que la conscience n'est peut-être qu'un avatar. Peut-être que la conscience humaine est peut-être contingente. Alors, je sais pas ce que ça veut dire contingente. Bueno, y otros piensan que es lo contrario, que la conciencia es un avatar, es un contingente. Ouais. En architecture, il y a un mot, je me souviens plus de ce mot, mais un mot pour dire, vous voyez, dans une façade d'une église par exemple, il y a des formes, et il y a certaines formes qui sont là parce qu'elles sont contingentes, elles sont juste là parce qu'elles doivent servir à faire tenir quelque chose d'autre plus important qu'elles. Et c'est des choses qui restent dans l'architecture, dans le bâtiment, mais qui ne servent plus à rien, et qui ont juste servi à un moment donné précis. Et ces scientifiques-là pensent que l'intelligence humaine, la conscience humaine, c'est peut-être quelque chose de cet ordre. Bueno, llevándolo a otro terreno como es el de la arquitectura, hay una palabra que no recuerdo, pero por ejemplo en una fachada de la iglesia hay formas que podemos definir como contingentes, es decir, que deben servir para sostener, sujetar otras formas, pero no tienen más que esa función en un momento preciso y ya luego no valen para nada. Entonces hay científicos que piensan que la inteligencia humana y la conciencia puede estar en ese orden. Mais pour ma part, moi je pense que, comme le philosophe Quentin
Meiyasu, un philosophe français, un jeune philosophe français très brillant, qui a écrit un livre dessus, qui pense qu'il y a la nécessité de la contingence. Bueno, yo creo como un filósofo francés joven y que para mí es brillante, como Kanpao Meiyasu, que la nécessité de la contingence. Que piensa y cree en la necesidad que requerimos de la contingencia. Voilà. Donc la contingence finalement est nécessaire, elle est utile. Donc la conscience humaine, c'est quand même une belle aventure, quoi. Même si c'est un petit truc dans le cosmos, même si on est les seuls et qu'on sera à jamais, jusqu'à la fin des temps, les seuls, la seule et unique étincelle qui a fait naître ça, c'est quand même merveilleux, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Y bueno, que al final pienso que es una contingencia útil y necesaria porque, bueno, aunque la conciencia humana en algún momento u otro tipo de conciencia se quede a solas, al final es una bella aventura. Et ce qui est peut-être aussi intéressant à creuser comme idée, à développer, c'est que l'humain, avec l'intelligence artificielle, l'humain crée un outil qui crée à son tour. Donc là, ça c'est quelque chose aussi là il y a quelque chose qui est troublant aussi, dont on voit pas forcément d'ailleurs aujourd'hui les perspectives réelles. Sí, bueno, no podemos ver las perspectivas reales de la inteligencia artificial, pero una cosa que me parece interesante, en la que deberíamos de profundizar e incluso desarrollar, es la idea de que, bueno, con la inteligencia artificial el humano ha creado una herramienta que a su vez crea también. Entonces, bueno, por un lado es desconcertante, pero es muy llamativo y es algo en lo que deberíamos, reitero, profundizar y desarrollar. Gracias. Sí. Venga, una preguntita corta. Sí, por favor. Tirando del hilo de la inteligencia artificial como, bueno, algo que se relaciona con el mundo quizás de una manera diferente, si ChatGPT pudiera hablar, ¿le entenderíamos? Tu parles de l'intelligence artificielle et par rapport avec le monde, si ChatGPT pouvait parler, No lo has leído, te veo. yo le digo a Wittgenstein por eso. Pour le moment, ChatGPT n'est qu'une machine un peu à obéir, à donner une réponse. Ahora mismo ChatGPT no es más que una máquina que obedece a quien le habla. Donc c'est que le début, le tout petit début d'une toute petite conscience, un embryon de personnalité, c'est minuscule pour le moment. Sí, ahora mismo ChatGPT no es más que el comienzo de una conciencia muy pequeñita. Mais on peut imaginer l'extension d'un méta ChatGPT. Podemos imaginar la extensión de una meta como es ChatGPT. Imaginons par exemple qu'on demande à des intelligences artificielles, à plusieurs intelligences artificielles très puissantes, de tout lire et de tout savoir, de tout analyser, de tout analyser sur un sujet précis. Par exemple, je sais pas, le cancer du côlon, par exemple. Imaginemos como ejemplo que le podemos pedir a varias inteligencias artificiales bastante potentes que lean todo, que analicen todo sobre un tema concreto, por ejemplo el cáncer de colon. Voilà, ou n'importe quel autre sujet. O cualquier tema. Donc on a fait travailler, et puis ces intelligences artificielles discutent entre elles et comparent en fait elles débattent, vous voyez, elles forment une assemblée qui réfléchit, qui étudie les contradictions, encore une fois les biais cognitifs de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui a été créé autour de ça par les humains. On peut imaginer que ce travail-là aboutisse à des réponses, et des réponses qui vont nous choquer, qui vont nous étonner, qui ne seront pas des réponses humaines justement. Bueno, imaginemos que esas inteligencias trabajan, conversan,
comparan, debaten y están en una asamblea. Y bueno, y podemos imaginar que ese trabajo al final da respuestas y que además nos chocan, nos extrañan porque están lejos de nuestro alcance, del de la conciencia y el pensamiento humanos. Parce que la puissance d'analyse de ces intelligences artificielles sera d'un autre ordre, d'un ordre bien plus grand que les capacités humaines. Sí, el potencial de análisis de estas datas, de estas inteligencias artificiales, será de un orden diferente y de un orden bastante más lejano al que seamos capaces de llegar los humanos. Et c'est là où je vois effectivement une discussion. Enfin, là, à ce moment-là, il y aura un échange entre l'humanité et cette capacité de l'intelligence artificielle de nous proposer, de nous donner des visions, des visions du réel, des visions de la réalité, des analyses du réel. Et là, à ce moment-là, il faudra être, je pense, suffisamment fort. Il ne faudra pas avoir peur. Sí, ahí veo una posible discusión en el futuro, en el momento en el que la humanidad y esta capacidad de la inteligencia artificial generen un intercambio en el que estas inteligencias artificiales den una visión de la realidad. En ese momento pienso que tendremos que ser fuertes. Una última pregunta. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Hola, gracias. Es una pregunta que viene un poco inspirada por el hecho de que detrás te han puesto el capital y de mis propios dogmas, claro. ¿Crees que la ficción sobre la inteligencia artificial se está comportando como las emisoras militares en una guerra radiando canciones de amor? Quiero decir, la ficción de inteligencia artificial no nos está haciendo mirar a otro sitio más romántico, la creación de una trascendencia en el humano, en lugar de mirar hacia las posibles consecuencias de ingeniería social a las que están destinadas realmente las empresas, pues para maximizar plusvalías, para eliminar costes, para, digamos, unificar las sociedades en beneficio de las empresas que las están generando? J'espère avoir compris la question. Je pense que je voulais, il n'y a pas forcément de différence entre une création d'entreprise et une création d'œuvre d'art. Él no veo tantas diferencias entre una creación de una empresa y la creación de una obra de arte. Dans les deux cas, il y a une idée, il y a un sentiment de volonté, il y a un sentiment de vouloir quelque chose. En los dos casos hay una idea, un sentimiento, una voluntad de querer algo. Il y a la volonté, comme disait Nietzsche, d'être son propre soleil. Sí, está la voluntad, como decía Nietzsche, de ser su propio sol. Voilà. Et peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle se libérera effectivement des prompts, se libérera des ordres qu'on lui donne et pourra peut-être devenir son propre soleil. C'est pas impossible. Je pense qu'il faut imaginer ça, même si c'est faux, même si ça n'arrivera pas, ou même si ça arrivera autrement, différemment. Mais c'est intéressant de l'imaginer. Sí, quizá un día la inteligencia artificial conseguirá liberarse de las órdenes y ser su propio sol, como decía Nietzsche, pero bueno, esto al final hay que imaginarlo, ¿no? Porque quizás no ocurre, quizás sucede de manera diferente, quizás es como es de esta forma, entonces no lo sabemos. Mais
il ne faut pas non plus se tromper. Prenons par exemple un peintre comme Francis Bacon. Bueno, no hay que equivocarse y hay que tener cuidado. Ahora voy a hablar de Francis Bacon. Je ne pense pas qu'une intelligence artificielle puisse créer la peinture de Francis Bacon. Vous croyez que... Non, je ne crois pas. C'est pas possible. Vale, sí dice que la inteligencia artificial no es capaz de crear, de dibujar, de hacer la pintura que hacía Francis Bacon. Puisqu'il est évident que la peinture de Francis Bacon est liée au physique de Francis Bacon. C'est lié au fait que Francis Bacon est un humain avec un corps. Oui. Porque la pintura de Francis Bacon está relacionada con el cuerpo humano, con su propio cuerpo, y es una inteligencia artificial que no es capaz de hacerlo. Et le philosophe Jankélévitch a résumé ça, il disait le philosophe pense aussi avec ses dents. El filósofo Jankélévitch lo ha dicho también, el filósofo piensa con sus dientes. Pourquoi? Parce que si le philosophe a mal aux dents, il va pas écrire la même chose que s'il n'a pas mal aux dents. Sí, porque si al filósofo le duelen los dientes, no va a escribir la misma cosa que si no le duelen. Friedrich Nietzsche, s'il n'avait pas souffert toute sa vie, ça se trouve, il n'aura peut-être rien écrit du tout. Sí, es como Nietzsche, si no hubiera sufrido lo que sufrió, igual no habría escrito nada, de nada. Voilà, donc l'intelligence artificielle, tant qu'elle n'est pas incarnée, ça va donner des choses complètement étonnantes qui vont nous surprendre, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que ce ne sera pas quelque chose qui nous supplantera, ce sera quelque chose de différent. Bueno, y como la inteligencia artificial no es de carne y hueso, nos dará respuestas y nos dará ideas que nos van a parecer muy, muy raras, pero no hay que tener miedo porque, bueno, de momento no nos va a suplantar y quizá no nos suplante nunca. Voilà, et peut-être une rêverie là, qui me vient là, à l'instant, peut-être que l'intelligence artificielle, c'est peut-être un autre, un véritable autre, vous voyez, et l'autre fait toujours peur. Voilà, il y a toujours une peur de l'autre, c'est normal, mais il faut se défendre ça, il faut se départir de ça. Bueno, una ensoñación, una fantasía que se me acaba de ocurrir es que, bueno, los seres humanos siempre tenemos miedo al otro, nos defendemos del otro y, bueno, y concebimos quizá la inteligencia artificial como ese otro del que nos tenemos que defender ahora. Venga, puedes. No, que no lo dije antes y nada, de parte de Salamandra Graphic os agradezco muchísimo esta noche haber venido aquí, agradezco muchísimo a Domingo, a Diego por el gran trabajo que ha hecho. También quería hacer una pequeña pregunta porque bueno, os quería animar realmente después de haber escuchado todo esto a comprar el libro y sobre todo a que los dedique, porque hace las dedicatorias que yo he visto más maravillosas posiblemente que existan. Pero yo tenía una pregunta, ya que llevamos un par de días con Marc-Antoine, Lost in Translation, un poco, o sea, que de esto va, ¿no? Un poco la traducción. Es muy difícil traducir las obras, lo sabéis. Y es curioso, y es una pregunta que yo llevo días pensando, que un francés haya elegido dos títulos que son en inglés. O sea, no se ha traducido el título del libro, ¿no? Y era por saber si nos puede explicar brevemente esta elección de por qué no se puede traducir Deep Me y Deep It. Parce que deep c'est en référence au deep learning. C'est un terme très utilisé quand on lit les livres, c'est surtout les anglo-saxons en fait qui ont écrit des livres sur Yann Lequin qui est un des papas de l'intelligence artificielle. C'est un français, mais il utilise toujours le mot de deep learning, donc c'était un peu en référence. Et puis il y avait aussi, là dernièrement, il y a DeepSeek, l'algorithme chinois, je crois, qui utilise le mot aussi deep.
Et puis c'est aussi une référence à Deep Blue. Alors, je ne sais pas si... Bueno, Deep me hace pensar en varias cosas. Por un lado, es una referencia al Deep Learning, que bueno, luego proponían los anglosajones como Jean Le Cun, y también, por ejemplo, al algoritmo chino que está sonando últimamente mucho, DeepSeek, y bueno, lo último que he añadido es a Deep Blue, y ahora paso a desarrollarlo. Voilà, Deep Blue qui était l'algorithme, le logiciel qui a battu Sakharov, le grand joueur d'échecs. Donc ça, c'était une date un peu symbolique, on va dire, qui signe un petit peu la naissance de cet objet étrange, de cet outil étrange qui aujourd'hui nous préoccupe tant. Bueno, Deep Blue, no sé si lo saben, pero es el algoritmo, el ordenador que ganó a Kasparov, al ajedrez, al campeón del mundo, y bueno, en ese sentido el nacimiento de esa herramienta, de ese objeto extraño es una referencia a la palabra deep, y por eso la he mantenido. Voilà, et deep, ça évoque aussi donc la profondeur, si vous voulez, des calculs effectués par l'algorithme, mais ça évoque aussi la profondeur de la complexité du cerveau humain. Deep, por un lado, en inglés evoca, bueno, es profundidad, ¿no? Entonces evoca por un lado la profundidad de los cálculos, de los algoritmos, pero por otro lado también la complejidad del cerebro humano, voilà, la profundidad del cerebro humano. Voilà, et cette profondeur-là, cette complexité-là, c'est aussi complexe qu'un cosmos, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Les scientifiques sont en train de le découvrir, sont en train de le cartographier exactement comme on a pu cartographier la planète Terre au XVe siècle, vous voyez, on est en train de vivre une révolution vraiment phénoménale. Bueno, al final el cerebro es como un cosmos, es algo muy, muy complejo, y ahora mismo están los científicos empezando a cartografiarlo, al igual que en el siglo XV empezamos a cartografiar la Tierra, y en ese sentido es una revolución increíble. Oui, il y a eu les argonautes, il y a eu les cosmonautes, et moi j'appelle ces scientifiques-là les psychonautes. Ils vont aller découvrir en fait ce qu'est la conscience, ce qu'est la pensée humaine. Bueno, por un lado, o sea, están los argonautas, los cosmonautas, y aquí están lo que yo llamo los psiconautas, que van hacia el descubrimiento del pensamiento humano, que empiezan a viajar por nuestro cerebro y por nuestra mente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Marc Antoine, y me imagino que alguien querrá alguna firma o algo. Sí que profesora. Lo tenemos.